Retour donc sur le plateau du ZCL VIP aujourd'hui. Comme chaque vendredi avec Marie-France Goujon, nous recevons une personnalité. Généralement, Marie-France, ce sont plutôt des politiques. Absolument, oui. C'est la règle, mais aujourd'hui, on a voulu dérogé. changer un petit peu l'ordre des choses et recevoir un chef d'entreprise, chef d'une entreprise gagnante, on peut le dire, puisque CDJ de M. Thierry Blas, bonjour, a fêté récemment son 20e anniversaire. C'est une belle performance dans ce pays où beaucoup d'entreprises naissent et meurent très rapidement. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce sujet, d'interroger Thierry Blas sur son parcours, tout de suite sa bio avec Marie-France. Absolument. Donc Thierry Blas, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Pointe-à-Pitre en 1968. Vous êtes au cœur d'une fratrie de 3 garçons et vos parents sont enseignants. Vous avez fait vos études au collège Carnot, puis au lycée de Bainbridge. Ensuite, vous êtes parti à l'UIT d'informatique de Bordeaux et vous avez fait ensuite l'école d'ingénieur à Bordeaux. Car depuis des années, enfin depuis très longtemps, le virus de l'informatique coule dans vos veines. À telle enseigne que vous avez à peine 15 ans, que sur le marché apparaissent les premières calculettes programmables. Et là, en fait, vous découvrez une vraie passion pour le langage basique, à telle enseigne que vous devenez même le référent au sein de votre lycée. Vous faites des programmes pour vos collègues étudiants. Et RCI fera aussi appel à vous lors d'une élection régionale. En fait, vous programmez sur les calculettes de nos confrères journalistes une façon d'être en temps réel, de connaître le nombre de sièges. Donc, c'est la démonstration que vous êtes déjà un passionné. Donc, vous partez à Bordeaux, vous obtenez donc effectivement votre diplôme à l'école d'ingénieur et vous rentrez d'Ardard en Guadeloupe parce que vous ne souhaitez pas travailler dans l'Hexagone. Vous finissez donc votre stage de 6 mois et vous intégrez une première entreprise où là, vous créez des logiciels. Cette première entreprise, dites-vous, vous avez toujours gardé un contact avec le chef d'entreprise de l'époque, tout simplement parce que vous lui êtes reconnaissant de vous avoir tendu la main, de vous avoir recruté alors que vous n'aviez pas d'expérience. Et vous avez gardé cette ligne de conduite et aujourd'hui, vous-même, vous accueillez souvent de jeunes étudiants, de jeunes diplômés pour leur donner leur chance. Une autre rencontre, dites-vous, qui aura marqué votre vie, c'est lorsque vous avez intégré une entreprise. Peu de temps plus tard, l'entreprise s'appelait Trichou l'Informatique. Et à la tête de cette entreprise, il y avait un homme, un personnage en fait haut en couleur, un Indien qui ne parlait d'ailleurs pas français qu'anglais, mais qui là vous a donné une façon en fait extraordinaire de voir notamment la façon de travailler. C'était un dingue de boulot, mais c'était surtout un précurseur et surtout quelqu'un qui voulait à chaque fois, en fait, au niveau de l'informatique, avoir une longueur d'avance. Et vous, quand vous avez créé C2I, vous avez continué sur le même concept. Vous vous êtes dit, je vais me créer un emploi sur mesure, mais pour réussir, je dois proposer ce que les autres ne proposent pas. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez notamment cherché effectivement des nouveaux types de systèmes informatiques, des types de systèmes qu'on ne proposait pas en Guadeloupe. Mais à cela, vous avez associé votre disponibilité, vous avez associé la proximité et surtout la simplicité. Vous avez essayé d'expliquer à toutes ces entreprises que l'informatique n'était pas un milieu fermé, qu'on pouvait tout à fait comprendre le monde informatique. Et 20 ans plus tard, donc C2I a grandi. C2I aujourd'hui, c'est une filiale en Martinique, une filiale en Guyane, une filiale à La Réunion. C'est à peu près plus de 500 clients. Vous avez un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et plus de 50 salariés. Donc ça c'est très bien donc, pour l'entreprise. Ensuite, depuis 2016, vous êtes élu à la CCI et vous êtes président de la commission numérique et vous êtes également président de Guadeloupe Expansion. Thierry Blas, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous aimez cuisiner, notamment le week-end, et vous êtes un fan de basket américain. Votre plus beau souvenir, Thierry Blas, eh bien, ce sont vos années d'études à Bordeaux. Votre plus mauvais souvenir, c'est lorsque votre entreprise a brûlé en 2006. D'une manière générale, la plus grande qualité pour vous, chez l'être humain, c'est le bénévolat, c'est aider les autres sans attente de contrepartie. Et chez vous, votre plus grande qualité, dites-vous, c'est l'humilité. Le plus grand défaut sur cette planète, eh bien, c'est la jalousie. Et votre plus grand défaut à vous, ce serait peut-être votre faculté à faire trop facilement confiance. Si vous traversiez la planète avec un seul objet à emmener dans vos valises, ce serait votre trousse de toilette. Vos regrets, dites-vous, oui, en fait, des regrets, vous n'en avez un, celui de ne pas toujours avoir fait les bons choix stratégiques au bon moment au sein de votre entreprise. Et vos projets, eh bien, vos projets, c'est exporter votre savoir-faire sur l'Hexagone et en Afrique de l'Ouest.
Merci d'être avec nous. Merci. Ben, c'est un portrait vraiment, c'est vraiment presque une saga. On a l'impression en écoutant ce côté Marie-France. Alors moi, je vais vous poser une question toute simple sur votre entreprise. Comment vous expliquez en Guadeloupe où il y a 20 ans, le numérique n'était vraiment pas encore la tasse de thé de personne, le succès de C2I? En fait, le succès de C2I s'est résumé à plusieurs actions qui ont été menées depuis le début, plusieurs valeurs qu'on a apportées au sein de cette entreprise et qu'on a aussi véhiculées vers nos clients. On a toujours été disponible, la disponibilité, la réactivité et aussi la simplicité. Donc nous sommes des gens simples. On n'essaie pas de compliquer les choses, on explique les choses simplement aux clients. Et les clients ont vu, au travers de ces valeurs, ils ont vu que finalement, ils pouvaient avoir de l'informatique, ils pouvaient intégrer l'informatique simplement dans l'entreprise et avec efficacité. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance depuis le début. Et je précise que les clients du début sont encore là. Clients. Donc ils sont fidèles. Là. Ils sont assez fidèles. On les a rendus fidèles. Vous savez, les clients en général, ils sont un peu... ils vont toujours essayer. Ils sont versatiles. Ils sont versatiles. Oui. J'allais dire volage. Non, ils sont versatiles, mais on les a gardés. La plupart de nos clients du début sont encore nos clients aujourd'hui. Marie-France. Alors, ce qui était vrai il y a 20 ans l'est peut-être moins aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est peut-être compliqué de se renouveler, en tout cas de se maintenir sur un marché. Comment est-ce que 20 ans plus tard, vous voyez en fait l'avenir de ces deux I? Il faut savoir que l'histoire de l'informatique était jalonnée par énormément de choses. Quand on a démarré, l'Internet n'existait pas, par exemple. Donc, il y a énormément de choses qui arrivent. Il y a eu la révolution Internet, la révolution du téléphone mobile, etc. Donc, il y a plein de révolutions auxquelles on a fait face. Et on se doit, en tant que prestataire de services informatiques, d'être toujours d'aller au-devant des nouveautés et proposer toujours des choses de nouvelles qui permettent d'améliorer la productivité des clients. Qu'est-ce que veut le client? Le client veut, en général, les clients, souvent ce sont des entreprises commerciales, ils veulent gagner plus d'argent. Il ne faut pas se voiler la face. Ils veulent gagner plus d'argent, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut améliorer la productivité, donc avoir des outils qui puissent leur permettre de faire plus, pas forcément de faire plus en termes de productivité et avec peut-être pas beaucoup plus de moyens. Donc qu'est-ce qui permet ça? C'est les outils digitaux, c'est-à-dire par exemple des sites internet en ligne, parce que ça leur permet d'avoir une visibilité 24 sur 24 sur, par exemple, au-delà de la Guadeloupe. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a amenées. Chaque fois qu'il y a des révolutions informatiques, on a toujours essayé d'aller au-devant de ça et ne pas attendre que le client vienne nous demander. On a toujours été force de proposition pour nos clients, et ce qui fait que maintenant les clients savent qu'avec nous, ils ne seront pas largués par cette transformation numérique qui se fait de plus en plus pressante aujourd'hui. Donc nous, on a toujours, notre leitmotiv, c'est toujours accompagner le client, mais ne pas attendre qu'il vienne demander, mais qu'on soit force de proposition. Alors, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'entreprises naissent et meurent en Guadeloupe. C'est un petit peu notre fatalité. La question que je vous pose, c'est une question sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat. Est-ce que de votre point de vue maintenant, quand vous êtes implanté en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, je crois, et à La Réunion, est-ce que dans ces régions particulières qui ont un statut politique particulier qu'on connaît, il est plus difficile d'être chef d'entreprise? Non, il est aussi difficile d'être chef d'entreprise en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion. C'est exactement la même chose. Le taux de mortalité des entreprises est extrêmement élevé dans tous ces départements. Alors, il faut essayer d'analyser pourquoi. Oui. Mais en tout cas, moi, je suis venu ici un peu pour parler de moi, de faire partager aussi mon expérience. Oui. Monter une entreprise, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Il ne faut pas faire croire à tout le monde que monter une entreprise, que c'est simple. Il y a énormément de sacrifices à faire, et surtout il faut faire ça dans l'humilité, c'est important. Il faut être patient. La patience, il ne faut pas croire que tout va arriver comme ça rapidement, premier coup, tout de suite on va pouvoir gagner de l'argent, etc. Donc il faut être patient, il faut savoir passer les étapes, avoir des clients, ne pas forcément se rémunérer. Voilà, il y a ces étapes-là à passer, et après on passe ces étapes petit à petit qui nous permettent de grossir, d'embaucher son premier collaborateur, etc. Et surtout, il ne faut pas oublier la formation du chef d'entreprise. Par exemple, moi, je suis de formation technique et j'avais aucune connaissance de la gestion, etc. Donc, soit
vous formez en tant que gestionnaire. Il faut que le chef d'entreprise se forme, absolument, Oui, oui. parce que ce n'est pas l'aspect technique qui va faire si l'entreprise perdure. D'accord? Et il faut aussi s'entourer, de personnes qui pourront vous amener plus loin. Donc il faut s'entourer de personnes qui savent gérer, des gestionnaires, et aussi faire confiance. Faire confiance à un responsable administratif, savoir faire confiance à son comptable, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir pérenniser son entreprise. Alors, tout à l'heure, dans la biographie, vous précisiez que votre regret, c'est de ne pas avoir toujours fait les bons choix stratégiques au sein de votre entreprise. C'est-à-dire, quelles sont les erreurs que vous auriez faites? Alors, les erreurs que j'ai pu faire, disons que... Alors, je ne sais pas si c'est un défaut qu'on peut retrouver chez beaucoup de gens, mais en tout cas, dans mon entourage, j'ai remarqué que les Antillais, nous, on est un peu paternaliste et on fait souvent de la gestion dans l'affect, on est dans l'affectif. Contrairement à d'autres personnes qui, eux, sont vraiment dans l'aspect business. Donc, et c'est ça aussi qui peut perdre aussi cette entreprise, on est trop dans l'affect. Et certaines fois, il y a des choix à faire qui sont des fois douloureux et qu'on ne fait pas parce qu'on se dit oui, que si on les fait, ben, ça va mettre une personne au chômage ou ça va faire un mécontent, ça va faire... Donc, on essaie toujours de satisfaire un peu tout le monde. Et finalement, quand on satisfait tout le monde, et bien à la fin, l'entreprise n'est pas forcément gagnante. Donc, si c'était à refaire, effectivement, il y a beaucoup de choix que j'aurais fait. Des choix que j'avais fait par le passé que j'aurais encore fait. Il y en a certains où on disait voilà, il aurait fallu peut-être céder l'entreprise, ne pas avoir d'entreprise, ne pas grossir, céder l'entreprise, je n'ai pas dit céder, scinder l'entreprise, la diviser en plusieurs unités, etc., pour pouvoir faire plus pour optimiser des résultats, etc. Donc ces actions-là, je ne les ai pas faites. Et peut-être que si je l'avais fait, peut-être que l'entreprise aurait été encore mieux portante aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors, récemment, l'INSEE a donné des chiffres sur le marché, notamment sur l'économie connectée, en disant que l'économie connectée est en plein boom, il y avait plus de 8000 personnes qui travaillaient. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est l'économie connectée? L'économie connectée, c'est vraiment on parle aussi beaucoup de transformation numérique. Il faut savoir qu'actuellement, si les entreprises ne se connectent pas justement à ces nouveaux outils, si les entreprises ne se transforment pas, elles vont péricliter. Les habitudes des consommateurs, les usages que les nouveaux consommateurs font actuellement de ces outils sont totalement différents des usages qu'on faisait il y a 10 ans. Actuellement, un jeune qui a entre 10 et 12 ans, il sait acheter sur des plateformes web, sur Amazon, sur eBay, etc. Donc, ils savent le faire. Donc, l'industrie connectée, si l'industrie et les économies en général connectées, ils n'utilisent pas ces outils, notamment des outils de vente en ligne, des outils par exemple pour pouvoir vendre sur des téléphones mobiles, s'ils n'arrivent pas à accéder à ces technologies, ces entreprises vont péricliter rapidement parce que les habitudes de consommation ont totalement changé. Maintenant, de plus en plus, les gens commandent, les utilisateurs commandent, les consommateurs commandent en ligne, par exemple, pour acheter dans les supermarchés, pour acheter des produits de consommation dans les supermarchés. Donc, en plus, maintenant, ils se font livrer. Donc, peut-être que demain, les supermarchés n'existeront plus. Les supermarchés où on va en famille, on va passer du temps pour passer dans les rayons, peut-être que demain, ça n'existera plus. Donc, si les chefs d'entreprise qui ont ce genre de commerce ne comprennent pas qu'il faut changer leur modèle, demain, ces entreprises n'existeront plus. Donc, actuellement, ce n'est pas forcément un choix. Il ne faut pas qu'on se dise, est-ce que je peux y aller? Comment faire pour y aller? Parce que je dois y aller. Et comment faire pour y aller le plus rapidement possible? C'est la question qu'il faut se poser.
D'ailleurs, on note déjà qu'on revient de plus en plus à la boutique par rapport. Alors, bon, ici, on avait le Lolo qui a disparu au profit des supermarchés. Et ce que vous dites est très vrai, parce que de plus en plus maintenant, même aux États-Unis, dans les grands pays, on voit que les supermarchés commencent à péricliter et on retourne à la vente en ligne. Alors, moi, je voulais vous poser une question un petit peu plus générale sur notre pays, sur la Guadeloupe. Vous êtes bien placé pour le dire, et en plus, vous êtes à la CCIG. Est-ce que vous sentez que le choc numérique a été bien, le virage numérique, pas le choc, le virage numérique a été bien pris en Guadeloupe aujourd'hui au regard de la situation du marché du numérique, mais aussi du marché des entreprises? Nos entreprises sont extrêmement en retard. Et c'est là d'où une société comme la mienne, on agit et on essaie de faire de l'information. L'information aux entreprises pour dire voilà, il y a un certain nombre de choses à faire. Si vous voulez améliorer votre productivité, si vous voulez vendre vos produits en dehors de la Guadeloupe, très simplement. Donc, les entreprises n'ont pas encore vraiment perçu les avantages du numérique. Ils voient plutôt ça comme un coût. Oui. Dès qu'on parle de numérique, je dis, ouais, mais ça coûte cher, ça va coûter cher, machin. Oui. Donc, il ne faut pas voir ça comme un coût, il faut voir ça comme un investissement. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Est-ce que si j'investis, j'ai discuté dernièrement avec un chef d'entreprise qui me disait, voilà, on lui a proposé des caisses connectées avec un site internet, ça lui coûte 5 000 euros. Il me dit, ça coûte cher. Je lui dis, en combien de temps tu penses que tu peux amortir cet investissement? Je lui dis à peu près 3 ans. Alors j'ai divisé 3 ans. Si on part sur la base de 220 jours de travail par an, 200 jours ouvrés, vous divisez par 3, ça fait 600, vous divisez 5 000, je dis que ça fait 6 euros par jour. Ton investissement, ça fait 6 euros par jour. Je suis sûr qu'avec cet investissement, tu vas peut-être doubler ton chiffre d'affaires. Donc, tu vois, l'investissement dont tu me parles, qui coûte 5 000 euros, en fait, c'est rien. Donc, il ne faut pas voir ça comme un coût, mais il faut voir vraiment ça comme un outil pour accéder au succès, pour améliorer la marge de son entreprise, pour avoir de nouveaux clients, pour vendre plus, pour avoir une meilleure marge, pour avoir de meilleurs résultats, et aussi pour sortir des frontières de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est quand même un petit marché, un marché de 400 000 habitants, d'ailleurs qui est en train de diminuer, donc ce n'est pas un marché. Donc il faut voir déjà, il faut s'affranchir déjà de ce caractère insulaire de la Guadeloupe, et le seul moyen de faire ça, c'est avec des outils informatiques, des outils numériques qui vous permettent de briller bien au-delà et les chefs d'entreprise guadeloupéens ont encore du mal à comprendre ça? Ah oui, ils ont beaucoup de mal. Je vous dis, ils voient ça comme un coût, alors que ça ne va pas être vu comme un coût. C'est une obligation maintenant. Les entreprises de demain seront connectées ou n'existeront plus. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous êtes président de Guadeloupe Expansion depuis 2016. Vous avez succédé à Franck Dezalmes. Aujourd'hui, Guadeloupe Expansion ne va pas bien. Et pour quelles raisons déjà? Et quelle était la vocation précise de Guadeloupe Expansion? Puisque je crois qu'elle aidait notamment à créer. Tout à fait. Guadeloupe Expansion, c'était l'agence régionale de développement économique de la Guadeloupe qui était censée aider les entreprises à créer leur entreprise, enfin les porteurs de projets à créer leur entreprise. Et Guadeloupe Expansion, à mon arrivée en 2016, on a remarqué que la Guadeloupe Expansion n'accomplissait plus sa mission comme le faisait avant. Il faut savoir que c'est une très très ancienne organisation. Avant, ça s'appelait l'APRIGA. Et en 2006 ou 2007, je crois, ça a été transformé en Guadeloupe Expansion par le président Lurel. Alors c'était une excellente idée au début. C'était une excellente idée parce qu'il y avait Guadeloupe Expansion, il y avait un certain nombre d'autres organismes, notamment Initiative Guadeloupe, il y avait l'ADIE, il y avait un certain nombre de partenaires économiques qui étaient là pour aider les porteurs de projets. Donc ça, c'était en 2007, je crois. Et après, 10 ans après, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu changer les missions et qu'il y avait les missions du début ne correspondaient plus aux attentes des porteurs de projets. Donc, j'en ai parlé au président du conseil régional, parce qu'il faut savoir que Guadeloupe Expansion, c'est une antenne, entre guillemets, de la région. Et je lui ai dit, voilà, président, voilà, il faudrait rénover Guadeloupe Expansion, parce que les porteurs de projets ne s'y retrouvent plus. Alors, on a décidé ensemble de dissoudre. Alors,
vous avez dit que ça va mal, mais là, Guadeloupe Expansion en liquidation. Il n'existe plus. Non, c'est en cours de liquidation, parce qu'on ne peut pas liquider une association comme ça. Donc il faut... il y a un certain nombre de choses à faire avant, donc ça ne se fait pas comme ça. Il faut que tout se fasse dans les règles de l'art. Donc c'est en cours de liquidation. Il est prévu prochainement de monter une autre structure qui devrait correspondre et qui devrait être au plus près de ce qu'attendent les porteurs de projets en Guadeloupe. Et c'est vous qui allez faire ce travail j'ai envie de dire, de remise à neuf, remise à niveau. Le président m'a confié cette mission. Donc nous, je travaille avec l'ensemble des partenaires économiques, c'est-à-dire l'IDE-MEDEF, la FTPE, la CGPME, enfin tous les MPI. Donc on travaille tous ensemble pour l'emploi, enfin tous les partenaires économiques de la Guadeloupe, pour justement pour pouvoir proposer une offre intéressante aux porteurs de projets. Et le but, je ne veux pas trop en dire parce que je laisserai les élus en parler, j'en laisserai la première aux élus, mais le but de tout ça, c'est de faire en sorte que tout Guadeloupéen puisse créer son entreprise de manière un peu plus... et surtout, de manière simple, d'avoir un guichet unique où il puisse créer son entreprise. Et aussi, ce qui est extrêmement important, c'est pas tout créer. Il faut pérenniser son entreprise. Donc il y aura des accompagnements en amont et aussi en aval pour que justement les entreprises peuvent passer le cap un peu fatidique, le pack difficile des 3 premières années. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons. Je n'en ai pas plus parce que nous en sommes travaillés dessus et les élus en parleront bien sûr à ma place quand vous les inviterez. Mais il n'empêche que ce sera toujours en quelque sorte le bras armé de la région en matière de création d'entreprise. La région financera toujours. Oui, mais il n'y aura pas que la région. Il faut savoir que la région, c'est le chef de file développement économique dans le département. Mais il y aura les communautés d'agglomération aussi qui ont une mission en termes économiques. Donc il y aura la CCI. En fait, tous les partenaires économiques seront rassemblés autour d'une entité pour accompagner les chefs d'entreprise et aussi, il y a quelque chose de très important, sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a une dimension archipélagique qu'il ne faut pas oublier. Donc il faut qu'un porteur de projet à Port-Louis ou à Bailly ou à Pointe-Noire puisse trouver le même accueil sur l'ensemble du territoire. Donc c'est pour ça qu'il faudra mailler le territoire avec tous ses partenaires pour que il n'y ait personne il n'y a aucun territoire qui soit laissé pour compte. Et donc quelqu'un à Marie-Galante pour avoir vraiment les mêmes informations que quelqu'un qui se trouve à Pointe-à-Pitre ou de la région Cap-Excellence. Parce que vous avez dit tout à l'heure, en parlant des chefs d'entreprise, que certains avaient du mal à entrer dans le numérique. Mais les politiques, est-ce que vous sentez les politiques guadeloupéennes, d'une manière générale, je pense pas seulement à la région, mais d'une manière générale, aujourd'hui ont déjà fait le saut dans le numérique vraiment? Les politiques ont aussi un peu de mal. C'est comme l'impression. Surtout en Guadeloupe, où notre économie n'est pas du tout basée sur le numérique. Oui. Notre économie, c'est le tourisme, c'est la canne, la banane, on est encore sur ce type de produits économiques. Et nous, justement, on voudrait, parce que je suis aussi à la Chambre de commerce et je suis président de la commission numérique, ce qu'on voudrait porter aux politiques, c'est qu'on peut développer une économie numérique en Guadeloupe. Oui. Pourquoi ? Parce que le numérique, ce sont les emplois le plus facilement délocalisables. Oui. Donc, vous ne pouvez pas délocaliser facilement une production, une usine, c'est trop compliqué. Oui. Ça se fait, mais c'est compliqué. La chose la plus facile, c'est le numérique. Oui. Donc, on peut développer une économie numérique ici. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'on est sur le même fuseau horaire que le Canada. Oui. Le Miami aussi. Miami. Oui. Donc, et même New York, je crois. Oui, New York. Tout dépend en d'hiver. La période. Pas la période. Oui, que le Canada en tout cas. Sur toute la côte est des États-Unis, nous avons le même fuseau horaire. Oui. Donc, il faut savoir que ça peut être un atout pour nous. Oui. Donc, les entreprises européennes qui ont besoin, par exemple, de travailler avec toute cette côte est des États-Unis et aussi avec le Canada, sans décalage horaire. Oui. Ce qui est important, sans décalage horaire, ça pourrait être aussi un moyen qui puisse délocaliser un certain nombre plutôt que d'aller
plutôt que d'aller en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou en Indonésie, oui. ou j'étais à Sainte-Lucie, mais c'est pas Sainte-Lucie, mais c'est à l'île Maurice. À l'île Maurice, à l'île Maurice ou à Madagascar. Ou à Singapour. On pourrait, pourquoi pas, délocaliser des emplois en Guadeloupe. Ouais. S'il y a une vraie volonté politique pour ça, je pense que ce sera faisable. Bien sûr, les sociétés, les multinationales, les sociétés européennes qui pourraient avoir besoin de services ne sont pas des philanthropes. Ouais. Donc s'ils viennent ici, il faudrait qu'il y ait une contrepartie qui ait un intérêt. Ouais. Cet intérêt-là, c'est justement aux politiques de pouvoir montrer qu'il y a un véritable intérêt d'avoir pour eux d'avoir des gens formés ici. Par contre, au niveau de la formation, il faut savoir que la formation est très développée en Guadeloupe. Nous avons une université qui forme des informaticiens. On pourrait aussi monter des écoles d'ingénieurs. En fait, il pourrait y avoir toute une économie numérique à développer. Et ça, bien sûr, et ça pourrait apporter de l'emploi. Parce que le but de tout ça, c'est développer l'emploi. Tout à fait. 13h30, on prend une rapide pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cet entretien très passionnant avec Thierry Blaze, qui est le PDG de C2I, en compagnie de Marie-France Goujou. La pause pub, on est toujours en direct de RHT, la radio de C10FM. On se retrouve dans 3 minutes à peu près. Voilà, retour sur le plateau du ZCL VIP avec notre VIP du jour, c'est Thierry Blaze, le patron de C2I. Je suis accompagné, comme chaque vendredi, de Marie-France Goujou, Etna, qui va poser la nouvelle question après la pause pub. Parfait. Alors, Thierry Blaze, on vous voit en fait, vous êtes donc à la CCI, vous êtes élu à la CCI, vous êtes président de l'ex-Guadeloupe Expansion. J'allais dire, est-ce que vous impulsez dans tout ça? Donc, on retrouve votre patte, en fait, la patte informatique, la patte. Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être, ne serait-ce qu'à la CCI, par exemple, impulser ce mouvement? Et en plus, vous êtes président de la commission numérique. Effectivement, vous avez posé une excellente question. On m'a demandé, justement, le président de la CCI m'a chargé d'une mission, c'est justement de digitaliser la CCI, parce qu'on veut être un exemple pour nos ressortissants. Donc, la première entreprise connectée qui devrait servir d'exemple, c'est la CCI. Donc, on m'a confié cette mission et j'espère la mener à bien pour que les ressortissants, les entreprises puissent trouver en ligne un certain nombre de réponses à toutes leurs questions et qu'ils puissent faire un certain nombre de formalités en ligne, qu'ils puissent avoir toute la CCI en ligne et aussi qu'on veut tendre aussi à la CCI vers le zéro papier pour pouvoir accéder aux informations plus rapidement et l'information circule. Parce qu'en la matière, la CCI n'était pas très en avant-garde. Une question site Internet. Non, il n'y a pas que le site Internet. Il y a aussi le fonctionnement même. Il faut dématérialiser tous les processus. C'est quelque chose de compliqué à faire. C'est pas l'informatique, c'est un outil pour aider autre chose. Mais dématérialiser les processus, ça veut dire déjà, il faut savoir comment on traite les informations et aussi une fois qu'on sait tout le cheminement des informations, comment les informations sont traitées, éventuellement là, on peut dématérialiser le process de traitement, les process de traitement de cette information. Donc ce sont des travaux relativement importants et nous comptons les mener au cours de la présidence de M. Valcollet. Et on va y arriver aussi à la région? Ah, la région, là, je ne suis pas du tout... je suis élu CCI, je ne suis pas élu à la région, mais je sais il faudra les inspirer. Oui, mais je sais qu'il y a un plan numérique actuellement, il y a un plan de dématérialisation qui est en cours. Et d'ailleurs, c'est M. Quilin qui est maintenant en charge du numérique. Tout à fait. Et je profite pour dire que prochainement, les demandes d'aide subvention à la création d'entreprises seront dématérialisées. Donc les porteurs de projets ne sont pas obligés de venir à la maison régionale des entreprises pour pouvoir déposer leurs aides. Ça pourrait être fait en ligne. Donc il y a une présentation, je crois que c'est le 24 ou enfin bon, dans 2 semaines, vous serez de toute manière tenu informé. Et il y aura le cyberbus qui sera à la maison régionale des entreprises à Moudong, à Ouelbourg Sud, pardon, pour pouvoir justement informer et aussi former les chefs d'entreprise à cette nouvelle manière de déposer leurs demandes. Alors, je voulais aborder avec vous
bon process qui intéresse maintenant le monde, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors savoir comment la Guadeloupe est en retard sur le plan numérique, mais comment on sera alors sur l'intelligence artificielle? Non, déjà sur le plan numérique, on n'est pas, c'est pas encore ça. Oui. L'intelligence artificielle, c'est. Oui, c'est l'extension maximum. Ce sera dans, parce que même la France est en retard au niveau de l'intelligence artificielle. En fait, tout vient des États-Unis. Oui. Tout vient des États-Unis. La France a à peu près 2-3 ans de retard sur les États-Unis. On a 2-3 ans sur la de Chine retard. aussi d'ailleurs. Hein. Oui, donc voilà. Donc nous, ça ne fait que les États-Unis, malgré qu'ils soient tout près, on a 5 ans de retard avec eux. Oui. Donc c'est à peu près ça. Donc nous, l'intelligence artificielle, de toute manière, c'est le nouvel Eldorado justement du numérique, parce que l'intelligence artificielle va entrer partout. Ça va bouleverser énormément de métiers. Le métier des call centers, maintenant vous aurez ça va être des robots qui vont vous répondre. Ça commence à arriver d'ailleurs. Ce sont des robots oui. qui apprennent. Oui, oui. Ce ne sont pas des robots qui sont programmés pour faire une tâche. Oui. Ils apprennent petit à petit, ils apprennent. Ils ont de l'intelligence. Ils ont de l'intelligence. Oui. Et les banques maintenant s'en servent. Oui. Vous avez la banque en ligne d'Orange, pour ne pas la nommer, qui a un robot d'intelligence artificielle. C'était développé par IBM, s'appelle Watson, qui permet justement de répondre à la plupart de vos demandes. Oui. Et il apprend. Chaque fois qu'il dit, tiens, monsieur Zandoni s'est connecté, il a demandé ça, il a demandé ça. Donc, on sait, on va apprendre de vos habitudes, etc. Et quand il y aura quelque chose de nouveau, il va essayer de quand même trouver quelque chose qu'il ne connaît pas. Il va quand même essayer de trouver une solution. Parce qu'il va essayer de savoir qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que... Parce que dans le domaine de la médecine, par exemple, l'intelligence artificielle est déjà fonctionnelle dans certains pays. Et un médecin que nous recevions la semaine dernière nous disait déjà que certains diagnostics médicaux peuvent être faits avec l'intelligence artificielle. Ça va bouleverser. C'est vraiment le futur bouleversement de tous les métiers. Mais très récent, en fait, très futur. Hein. C'est pas dans 50 ans, ça. Non, mais d'ailleurs, la France, M. Macron veut que la France soit la première nation, en fait. Ils sont en retard, en tout cas. Oui, on est très en retard. La France est très en retard, mais l'État va mettre les moyens pour que, justement, on devienne la première nation en intelligence artificielle dans le monde. Oui. C'est vrai que ça va être compliqué. Il y a des instituts de recherche très importants en France. Il y en a un qui s'appelle l'INRIA, mais qu'il faudrait développer. En fait, nous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les cerveaux qui sont en France, ils partent aux États-Unis. Voilà. Donc, les cerveaux qui sont en Europe. Donc, le but, c'est de garder les cerveaux. Les rapatrier. Les garder déjà, les rapatrier. Mais bon, il y a des écarts de... Comme vous savez qu'un expert en intelligence artificielle touche $1 million par mois, je ne dis pas par an, hein, par mois. Donc ça va être difficile. Donc il faudra mettre le prix. Voilà, il faudra mettre le prix. Marie-France. Et alors, nos cerveaux en Guadeloupe, je veux dire, tous les petits génies de l'informatique, est-ce qu'ils ont la possibilité ici de rester ici, de s'exprimer et de gagner très correctement leur vie? Alors, dans le numérique, c'est exactement, il y a l'exode qui touche tous nos jeunes, mais dans tous les secteurs. Le numérique n'y échappe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque encore d'attractivité du pays Guadeloupe vis-à-vis de nos jeunes. Vous interrogez tous les jeunes aujourd'hui, avec la mondialisation, avec Internet, ils voient ce qui se passe à côté, ils se disent bien la Guadeloupe, c'est bien pour les vacances, quoi. Eux, ils veulent voir des grands horizons, ils veulent voir, ils veulent faire des grands projets, et c'est compliqué, mais justement, là, faudra justement que... Moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas élu, mais il y aura un travail à faire pour que des résolutions soient prises, pour que les jeunes puissent revenir dans leur pays. Parce que si la Guadeloupe se vide de ses cerveaux, qu'est-ce qui va rester en Guadeloupe? Rien. Tous les jeunes qui ont fait des études vont à Singapour, vont à New York, vont à Paris, vont à Madrid, ou en Californie, et ils partent et ils ne reviennent pas. Eh bien, la Guadeloupe va s'appauvrir. Et ça a commencé déjà. Ça a commencé. D'ailleurs, il y a une baisse de la natalité et il y a une baisse de la démographie. Baisse de la démographie parce que les jeunes ne reviennent pas. Donc, le numérique n'échappe pas. Nous, à C2I, nous, on fait en sorte on essaie d'être attractif vis-à-vis de tous ces jeunes. C'est pas évident parce que le pays est petit. Ils comparent les salaires aussi. Ils se disent, oui, mais en Guadeloupe, je veux gagner ça. Si je vais ailleurs, je veux gagner plus. Donc, on essaie de leur dire, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi que, voilà,
il y a des liens familiales. Une forme de patriotisme. Mais oui, il y a une forme de patriotisme à avoir. Ouais. Ses parents sont là. Il y a le lien intergénérationnel aussi à garder. Tout ça, c'est important. Nos vieux, ils sont tout seuls. Leurs enfants ne sont pas là. Voilà, la Guadeloupe va devenir un pays où il n'y a que des vieux et où il y a où toute son intelligence, tous les cerveaux, tous les jeunes qui ont fait des études sont ailleurs. Donc, X va rester. Donc, voilà, il y a un gros travail à faire. Il y a une prise de conscience à faire pour qu'on puisse justement aider les entreprises à être attractifs. Parce que les gens, ils comparent les salaires. Mais nous, on ne peut pas leur donner ce salaire-là. Puisque le pays, c'est un marché, un micro-marché, on ne peut pas comparer les salaires avec les États-Unis. Mais si on est aidé, par exemple, on peut avoir des subventions pour pouvoir faire entrer nos jeunes, pour qu'ils aient un salaire à peu près équivalent. Je ne dis pas forcément équivalent. Il faut des incubateurs partout, c'est ça. Il y a une véritable question à se poser pour que nos jeunes puissent rester au pays. Alors, mais nous, à C2I, on veut justement que nos jeunes reviennent. On fait tout pour que nos jeunes reviennent. Parce que moi, comme je l'ai dit au début, moi, quand j'ai terminé mes études, il y a quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a embauché et j'ai aucune expérience. Donc moi, je suis toujours dans cette dynamique-là de faire en sorte que, voilà, on veut prendre des jeunes qui arrivent, je leur fais confiance. Et après, pour qu'ils puissent grandir au sein de l'entreprise. Mais quand vous ouvrez une filiale, par exemple, en Guyane, à La Réunion, ce sont des jeunes de la Guyane ou de la Réunion que vous embauchez? Ah, tout à fait, oui, on essaie de... Je ne fais pas ce que... Vous n'exportez pas des Guadeloupéens là, oui, dans voilà. ces régions? Oui, il y en a un qui... S'il y en a qui veulent y aller, oui, on est ouvert, mais nous, on essaie toujours de faire travailler les gens du cru. Les gens du cru. Je ne fais pas ce que j'aime pas que les gens fassent en Guadeloupe. Ouais. Il y a des gens qui viennent en Guadeloupe avec tout leur staff. Ouais. Ils nomment leur staff. Il n'y a pas de place forcément pour les Guadeloupéens, locaux. Nous, ouais. en Guyane, il y a des Guyanais. À La Réunion, il y a des Réunionnais. Donc voilà, en Martinique, il y a des Martiniquais. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, on va terminer sur la face sombre un petit peu du numérique, sur le hacking. Parce que vous dites que les chefs d'entreprise sont mal numérisés pour aller vite, les politiques encore moins, mais le grand public est victime de plus en plus du hacking. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité informatique, la sécurité numérique, je parle à C2I et aux chefs d'entreprise, commence aussi à se développer? Nous, c'est devenu à C2I, c'est vraiment devenu une activité vraiment à part entière, parce que une économie qui se digitalise a besoin justement d'être protégée, d'accord? Parce que si votre industrie, par exemple, est entièrement pilotée par informatique et que vous avez des pirates qui se connectent à votre ordinateur, c'est tout votre chiffre d'affaires qui part, qui est perdu, et même votre entreprise peut péricliter. Donc, c'est bien de se digitaliser, de numériser son entreprise, de se transformer numériquement, comme on dit, mais il faut aussi, très important, pouvoir se protéger. Parce que si on ne se protège pas, c'est une entreprise qu'on met en difficulté. Il faut savoir qu'une entreprise sur 3 qui a subi une cyberattaque ne se relève pas de ça. Elle fait faillite. Donc, ça veut dire 33% des entreprises. Donc, dans un tissu économique fragile comme celui de la Guadeloupe, si en plus de ça, les entreprises déjà qui peinent à se digitaliser, si en plus de ça, elles ne se sécurisent pas, on court vraiment une catastrophe. Donc nous, on a vraiment monté une activité à part entière où on fait beaucoup d'informations, aussi de la formation pour que les chefs d'entreprise puissent savoir quels sont les principes de base pour pouvoir avoir une informatique sécurisée. Alors j'en parle rapidement. Le principe... parce que je pose que la question va venir, quel est le principe de base? On ne va pas rester trop longtemps parce que mission c'est terminé, mais au moins une chose, c'est la sauvegarde des données. Oui, c'est extrêmement important. Les datas. Voilà, et pas seulement la sauvegarde, il faut faire la sauvegarde à plusieurs niveaux. Oui. Quand vous faites une sauvegarde, votre sauvegarde aussi peut être attaquée. Oui. Donc le réflexe, c'est externaliser les sauvegardes. C'est-à-dire, une fois que vous faites une sauvegarde, prendre la sauvegarde et la mettre à la limite dans votre Mais iCloud n'est pas sécurisant quand même. Mais tout ça c'est connecté, tout ça. Ouais. Tout ça c'est connecté. Vous pouvez avoir une attaque là, l'attaque est répliquée là. Le seul moyen aujourd'hui de pouvoir se prémunir d'une attaque, c'est d'avoir des sauvegardes externalisées. Et ça, les entreprises, une sauvegarde externalisée, ça veut dire une sauvegarde que vous sortez, que vous mettez dans un coffre. Parce que le virus, il ne peut pas encore marcher. Il ne peut pas encore courir. Oui. Donc, quand les sauvegardes sont dans
dans votre coffre si vous avez une cyberattaque, parce que Oui. il y aura toujours un malin qui va trouver une petite faille pour Bien pouvoir sûr. rentrer chez vous. Vous dites, pas grave, vous prenez votre sauvegarde, vous la remettez, vous redémarrez. Et à C2I, on s'organise en ce sens-là déjà? Chez nous, ah oui, on Non, peut je veux pas- dire, vous vendez ce genre Ah de... oui, ah oui, Ouais. oui, oui, on en parle aussi. Oui. Vous voyez, je le dis, c'est pas forcément pour. Moi, je pense aussi Guadeloupe, je pense. Ah non, non, mais Guadeloupe. vous Je ne êtes veux là. pas forcément parler de mon entreprise, mais Mm. ça, c'est un principe fondamental. Et si les entreprises n'ont pas fait ça, je leur conseille très activement de demander à leur service informatique ou la société qui s'occupe, qui est travail, de penser à des sauvegardes personnalisées. Et après, s'ils ne trouvent pas de chaussures à leurs pieds, pour toujours nous voir à Ah, C2I. Voilà, j'ai bien compris. Marie-François, on est arrivé au terme de cet échange très instructif et très intéressant avec Thierry Blaze. Un petit round-up comme d'habitude à la fin de l'émission. Absolument, mais juste une dernière question. Allez, allez-y. Alors, sur vos projets, vous m'avez interpellé, vous dites, on va exporter notre savoir-faire dans l'Hexagone. Pourquoi? Est-ce que vous avez une particularité qu'on n'a pas dans l'Hexagone? Pas particulièrement, mais je pense qu'une une société comme la nôtre, si on était en Europe, ben, on aurait explosé. C'est pas Le pour cartonnier, vanter. oui. On aurait cartonné. C'est vrai. Donc, je pense que nous, on est limité à ce marché-là. Et pour pouvoir aller plus loin, il faut pouvoir s'exporter. Donc, le marché est petit, les marges sont petites. En fait, vraiment, il faut une société comme la nôtre pour aller maintenant conquérir de tout le marché. On a les compétences, on n'est pas plus bête que les autres, on a les compétences, on a le savoir-faire, donc on peut maintenant s'exporter en Europe et aussi en Afrique, parce que le marché africain, c'est un marché émergent et qui a une forte croissance. Et je pense que des sociétés comme la nôtre peuvent avoir leur place dans ce genre de... Vraiment, la dernière question, elle vient de nos auditeurs qui suit, de Paris d'ailleurs. Si vous étiez un décideur politique, quelle serait la première mesure que vous prendriez en faveur de l'économie numérique en Guadeloupe? Mais comme je dis, des dispositions fiscales pour pouvoir justement développer l'économie numérique au travers, par exemple, de dispositions fiscales pour rendre le travail plus attractif, moins cher, pour que justement on puisse développer l'économie numérique et les investisseurs trouvent un véritable intérêt à ce que l'industrie numérique se développe ici, parce que nous avons énormément de jeunes très talentueux, malheureusement, qui quittent la Guadeloupe et qui pourraient rester dans leur pays. Et on pourrait travailler, par exemple, on pourrait travailler pour le Canada, qui est francophone. On peut avoir un Silicon Valley en Guadeloupe. Exactement. En fait. Oui. Je ne voulais pas le dire, mais c'est Oui. un Non, peu mais ça. on- Une Silicon Valley en Guadeloupe. Oui. On pourrait, par exemple, pour l'équilibrage du territoire, qu'on pourrait mettre, par exemple, dans le Grand Air. Par exemple. Pourquoi Oui. pas? Si Oui. on fait venir des accès, Oui. qui est des gros accès Internet, pour pouvoir justement que cette Silicon Valley soit très connectée. Oui. Donc on pourrait faire ça, par exemple, dans le Grand Air, une Silicon Valley où il y aurait beaucoup d'ingénieurs guadeloupéens qui travailleraient pour l'ensemble des pays du monde. En fait, moi, c'est mon rêve. J'espère que... have a dream. J'espère Have a Dream, c'est bien la période, c'était son anniversaire. Exactement. Have a Donc, Dream. j'espère que ce rêve pourra se concrétiser dans mon vivant, parce que ça fait un moment qu'on en parle et je pense qu'il y a vraiment une économie numérique à développer, parce que on parle français. Oui. On parle français et là, au Canada, on parle français. Ouais. On parle un français correct. Donc, on peut, par exemple, ne serait-ce que pour les centres d'appel, par exemple. Oui. On peut avoir des centres d'appel ici. Pourquoi Tout les à avoir fait. au Maroc? Oui. Oui, On c'est peut ça. avoir des centres d'appel ici pour des sociétés. On a qu'on le disait à Orange. Hein. Oui, non, mais Orange a des centres d'appel. Justement, Orange, c'est une des rares sociétés qui a ces centres d'appel. Aux Ah Antilles. oui, Ah tout bon? à fait. Tout à D'accord. fait. Alors, il y aura peut-être d'autres ailleurs, mais Orange a son centre d'appel ici. Mais on pourrait avoir énormément d'informaticiens qui pourraient travailler pour l'ensemble des pays du monde. Donc, des incitations fiscales Oui. pour pouvoir baisser le coût du travail. Voilà, c'est très simple comme proposition. Ben, on l'a noté, les gens du Nord-Ganter de Marie-Garnante aussi, on pourrait faire la même chose. Il est 13h54, Marie-France, alors le round-up rapidement. Rapidement, alors, effectivement. Donc, C2I, c'est une entreprise qui veut être une force de proposition. On a parlé d'économie connectée et vous dites qu'effectivement, les entreprises auraient tout intérêt à bien plus s'impliquer. On est très en retard, dites-vous. L'entreprise ne perçoit pas toujours le numérique comme quelque chose d'avantageux, mais bien plus comme un coût et non pas comme un investissement. Les politiques eux-mêmes devraient bien plus s'y intéresser.
L'idée, ce serait de créer une économie numérique en Guadeloupe et par la suite, effectivement, s'approprier aussi l'intelligence artificielle, puisque vous dites que cette intelligence artificielle va bouleverser beaucoup de métiers. Et enfin, il faut bien sûr se protéger de la cyberattaque et vous dites qu'il faut faire très attention dans la sauvegarde de nos données. Merci. Et j'ajoute que le dernier édito de CCN, c'est justement sur WhatsApp. C'est une extension des questions numériques. Je vous invite à le lire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce ZCL en VIP. On se retrouve pas la semaine prochaine, Marie-France, mais l'autre semaine avec le président de la CCI qui sera notre invité. Avec lui, justement, on complétera un peu ce qui a été dit ici. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est 13h55. Rendez-vous, à partir de lundi pour une autre série de ZCL en direct de Canal 10, en direct de RHT et aussi de C10 FM. Voilà.